Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine présente. Bonjour à tous, merci, pour, de me donner l'opportunité de parler un petit peu, de mon travail ici. Je vais essayer de partager avec vous, mon diaporama. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Bah, non, tiens, c'est marrant, ça fonctionne pas. Alors attends, tac, pourquoi ça fonctionne pas? Ah bah, alors celle-là, elle est bien bonne. Est-ce que, je sais pas ce qui se passe, je n'arrive pas à j'ai quel statut, sur, Zoom là? Tac, attends, je vais regarder. Hop, Je suis désolé, un petit contretemps. Bon, pour aller plus vite, je vais t'envoyer quand même ma présentation, Thomas. ouais, au cas où. Si au cas où, si jamais j'ai un problème que je ne comprends pas, parce que j'ai fait une vidéo, j'ai fait la même chose hier, ça fonctionnait parfaitement bien. Là, tu vas dans Hop, allez. partager l'écran, tu sélectionnes et après tu fais clic Ouais, sur ouais, ouais. partager, ça marche pas? Ouais, ouais, tout à fait. Vas-y pas, ouais, tu me l'envoies et Alors, puis je te le mettrai en ligne. donc en attendant, je vais me présenter. Dès que j'ai envoyé ça, Thomas, hop, voilà. Donc c'est parti. Voilà. Donc je suis, Sébastien Lodéro, comme le disait, Thomas, je travaille à Promotion Santé à Nouvelle-Aquitaine sur un projet qui s'appelle, Comodeis. Alors, le projet, Comodeis, c'est un projet qui vise à développer les évaluations d'impact sur la santé sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Ça veut dire qu'en gros, on essaye sur tous les enjeux d'aménagement du territoire et d'urbanisme, d'évaluer les impacts potentiels qu'un aménagement urbain pourra avoir sur, la santé des habitants et de la population. Je vous parle de ça parce que dans, nos sujets, qui nous occupent aujourd'hui, moi je ne suis pas du tout un spécialiste, de la question de l'activité physique, ni de la jeunesse. On aborde cette question de créer des environnements, urbains favorables à la santé et bien sûr dans la santé, il y a la question de la mobilité, il y a la question, bien sûr de la lutte contre les maladies chroniques et donc de la lutte contre la sédentarité, où on va avoir quand même, dans plusieurs de nos projets, je peux prendre par exemple les groupes scolaires sur lesquels on a travaillé, les collèges, la question de l'accès à des équipements, la question d'accès aussi sur des programmes de logement ou de réhabilitation de quartier, la question de l'accès à des espaces extérieurs. On a aujourd'hui un bon nombre de données scientifiques qui nous montrent qu'on est en meilleure santé quand on a un espace extérieur à proximité, à pied de chez soi, à moins de 10 minutes à pied. Tout ça, quand on emménage un nouveau quartier ou quand on crée un nouveau quartier, les collectivités avec lesquelles on travaille parfois sont sur des projets, je pense à Limoges, où une ancienne caserne a été transformée en nouveau quartier. Je pense à la ZAC de Bruges, avec la métropole bordelaise, où on a travaillé justement avec ces nouveaux quartiers qui sortent de terre, à essayer de prêter attention à ce que les aménagements et les options d'aménagement qui sont choisies puissent avoir des effets favorables sur la santé. Alors, dans les EIS, on a un panorama assez large parce qu'on va croiser les enjeux environnementaux, la biodiversité. On va essayer de prendre des mesures qui vont favoriser, qui vont être en accord avec ça, la préservation de l'eau, toute la question aussi économique, du développement, de l'attractivité des quartiers dans lesquels on travaille. Et puis aussi, on va avoir aussi une grande dimension sociale qui nous semble importante sur les enjeux de convivialité, sur les enjeux de favoriser aussi la rencontre dans les espaces urbains qui nous sont proposés d'étudier à travers ces évaluations d'impact sur la santé. Donc, ce sont des travaux d'études qui demandent une collaboration forte entre tous les services. En fait, très concrètement, on met tous les services de la collectivité ensemble on va regarder les différentes options que prend le projet dans son aménagement pour, pour essayer de prendre les meilleures options qui seront favorables à ces enjeux de santé. Donc, la question de l'activité physique, de la mobilité, elle est transversale. Elle s'est posée dans des aménagements de cours de récréation, dans l'accès et faciliter l'accès piéton
dans les centres-villes. On travaille sur les revitalisations de centres-bourgs. On travaille sur énormément de choses qui nous permettent d'aborder et d'effleurer parfois un petit peu, je dirais, aujourd'hui, cette question-là. Mais demain, Comodéis va avoir des objectifs nouveaux qui ont été fixés par la région, l'Agence régionale de santé, pardon, et qui sont ceux de réaliser des évaluations d'impact en santé sur les établissements scolaires. Donc là, on était sur tous les projets d'aménagement et d'urbanisme, hein. J'en ai cité quelques-uns, mais là, on va probablement, dès là, à la rentrée de septembre, tous les projets de construction, on essaye, notre objectif, c'est que tous les projets de construction ou de réhabilitation d'écoles sur l'ensemble de la région fassent l'objet d'une évaluation d'impact sur la santé. Ces EIS, elles mènent à des recommandations très concrètes qui vont intégrer le cahier des charges du maître d'œuvre, l'urbaniste, l'architecte, où on va avoir des recommandations qui sont en lien avec des enjeux de santé et de bien-être pour la population. Alors, je suis un peu embêté parce que j'avais fait un beau diaporama avec plein d'images. Je ne sais pas si tu as reçu, Thomas, du coup, mon Oh, mais support. je pense que le mail est un peu lourd. Donc, du coup, Il y a il trop de n'est pas volume, encore hein. arrivé. Mais dès Ah, qu'il c'est arrive, je terrible. le publie. Ouais, mais je suis juste un peu embêté parce que quand même, je comprends pas du tout ce qui se passe. Alors, après, Alors, partager. si tu veux, Sébastien, en attendant, ce qu'on peut faire, on a encore Olivier qui est avec nous, Olivier Dailly, qui devait intervenir justement pour présenter des marches. Si tu veux, on peut juste inverser votre intervention. Comme ça te permettra de pouvoir Ouais, t'appuyer sur ton diaporama pour la suite. ok, ça Comme tu as fait marche. ton On fait ça alors. introduction, Olivier, du coup, tu arrives au pied levé. Je te laisse la main pour présenter des marches. Et puis nous, comme ça permet de régler le côté un peu technique avec Sébastien. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci de nous laisser la parole à l'association que je représente. Et puis, quelque part, Monsieur Lodero a fait une très, très bonne introduction au programme Démarche. Donc, je vais partager mon écran et puis vous allez, j'espère, comprendre pourquoi je dis ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez? Ouais, c'est tout bon. Il faut juste que tu le mettes en plein écran. Allez, c'est parfait. Très bien, merci. Donc, je représente une association qui existe depuis plus de 30 ans, qui s'appelle ADAL, à la découverte de l'âge libre. J'en suis le président fondateur, donc j'en sais un peu plus que peut-être que les autres de par le fait de mon âge. Et à l'époque, j'avais fait une filière activité physique adaptée qui n'existait pas. C'était un DU sport troisième âge à l'université en STAPS. Et on a, dans l'association, été vite confronté à la problématique de l'offre en activité physique qui n'était pas forcément l'adéquation avec les propositions, enfin les attentes et les besoins de certaines personnes les plus éloignées des pratiques physiques et sportives. Donc, je vous présente rapidement l'association et puis je vous parle du programme Démarche. L'association a 4 compétences aujourd'hui. De mettre en place des actions de prévention assez larges en termes de contenu et de thématiques avec des professionnels variés. Une centaine nous permettent de balayer toutes ces thématiques, sommeil, nutrition, mémoire, avec des particularités, hein. On est sur une entrée physique, corps, bien-être, mouvement. Donc, tout ce qui peut être aussi préparation retraite, accompagnement au deuil sont des sujets qui nous touchent. Et puis, parallèlement à ces actions, nous sommes organismes de formation et coordonnons une licence santé, vieillissement, ALD et maladies chroniques, métaboliques, pardon, sur la Paris-Est Créteil. Nous proposons des activités physiques adaptées dans l'association en Île-de-France depuis la création de l'association. Et nous avons donc imaginé des marches pour compléter un peu ce qu'on faisait déjà. L'association a aussi un parcours. Dans les années 90, on est né dans les activités physiques qui n'existaient pas par rapport à des activités physiques adaptées, pardon. Donc, on a toujours baigné et été assez dans la transversalité par rapport à des secteurs, des thématiques, santé, vieillissement, prévention. On a mis en place des actions de recherche sur l'activité physique, travaillé avec des universités, puis été sollicité pour donner notre avis sur aussi le sport, la santé, la marche, avec différents partenaires, qui soient territoriaux ou plutôt étatiques, on va dire.
et aussi des structures, bien sûr, comme l'INPES, en sachant par exemple que le programme Démarche est un outil de santé publique reconnu par Santé publique France aujourd'hui, qui est important aussi dans ce cadre-là aujourd'hui. Donc l'association se retrouve au centre d'un réseau assez varié, auquel on rajoute aujourd'hui toute la dimension environnementale et tout ce qui est mobilité active par le biais de la marche quotidienne qu'on apprend et qu'on découvre. Hein, c'est assez passionnant, faire travailler ensemble ces différents mondes et d'y participer. Et puis donc, on a imaginé le programme des marches, alors tout simplement parce que la marche, c'est relativement simple et tout le monde la pratique quasiment. Et puis, ça impacte la santé globale, physique, mentale, sociale et environnementale. Et le programme des marches est une méthode, un outil au service de ceux qui veulent l'utiliser. Et l'association est là pour accompagner justement ces utilisateurs. Alors, ça sert dans pas mal de contextes. Le fait est, c'est que le programme se base déjà sur une rencontre entre l'investissement collectif et l'engagement individuel. Le changement de comportement, il est lié au plaisir, soit, mais il y a aussi tout un accompagnement à faire et de créer des conditions favorables en termes d'activité physique pour justement changer de comportement. On s'est appuyé, donc, nous, sur la marche quotidienne pour aller un peu plus, de manière en tout cas différente et complémentaire aux activités physiques encadrées. La marche quotidienne, c'est une pratique en autonomie, en totale conscience aussi, comme l'activité physique encadrée. Mais c'est vrai qu'elle est assez particulière parce que elle est gratuite, elle est pour tout le monde, elle se fait n'importe quand. Elle a beaucoup de liberté. Le programme aujourd'hui est reconnu par ces différents secteurs. C'est important aussi puisque dans le cadre d'utilisation d'un outil comme Démarche, on peut correspondre à différents contextes pour les appels à projets et des demandes de financement. Donc, on peut rentrer dans le cadre de la santé, dans le cadre du vieillissement, dans le cadre d'activités physiques et sportives, dans le cadre de l'éducation et de la promotion de la santé, dans le cadre des mobilités actives. Donc, ça peut servir des projets très, très, très variés. Vous allez, j'espère, le voir. Et donc, la marche. Donc, je ne vais rien vous apprendre en ce qui nous concerne, mais la marche, nous la distinguons de la marche quotidienne encore. La marche, c'est celle qu'on organise pour aller aux champignons, peut-être. Mais la marche quotidienne, c'est celle que tous les jours, on est censé faire. Et aller à l'école, aller à son travail, aller à la boulangerie, aller ensemble quelque part, peut-être. Mais c'est celle-ci qui nous intéresse en tout cas, et c'est notre entrée pour justement favoriser le mouvement de tous ceux qui nous entourent et de nous-mêmes. Le programme est une invitation à augmenter durablement sa quantité de pas au quotidien. On est sur un objectif très simple et donc forcément très complexe à expliquer puisque quotidien, pas, c'est lent, c'est tous les jours, c'est tout ce que notre société ne valorise pas. Et en plus, le programme n'est qu'une invitation, c'est-à-dire qu'on travaille avec le secteur médical, il y a une espèce de prescription, hein, on l'a entendu tout à l'heure, d'activité physique. Et dans le cadre du réseau Azalée, par exemple, on est prescrit. Alors, ce qui est intéressant, des patients de prescrire le programme Démarche, mais celui-ci ne reste qu'une invitation que le patient a le droit de décliner. C'est vrai que c'est plus difficile avec une posologie médicamenteuse. Et puis le programme, il a été imaginé pour les seniors au départ, c'était l'histoire de l'association, on est né dans le monde de la gérontogériatrie, mais on a vite vu que la problématique de la marche quotidienne touchait tout le monde. Et aujourd'hui, on a à peu près 30 000 personnes qui ont bénéficié du programme. Et de plus en plus, les publics sont avant tout sédentaires, à pathologie, isolés. Des gens qui nous entourent, on est quand même plus de 50% à l'être dans ce cas-là. Donc, ça pose question sur la composition aussi des groupes qui permettent de mettre en place le programme. Alors, le programme, pour vous le donner de manière très pragmatique, on a un partenaire territorial obligatoire. Le programme, la marche quotidienne, elle ne peut pas se faire sans la réflexion et la participation du territoire. Donc, ça peut être une maison de santé, une maison de quartier, ça peut être une association, une commune, un contrat local de santé. La taille du territoire, elle joue aussi, hein. Ça peut être une entreprise, une école, bien entendu. Et grâce à ce partenaire, on crée un groupe d'une quinzaine de personnes qui va suivre ce programme, qui est donc confié à un formateur des marches, qui dans un premier temps va, sur un temps de formation initiale, aborder des sujets sur la prévention, la santé, la marche, amener des connaissances,
c'est important. Et puis remettre un kit démarche aux bénéficiaires, composé d'un livret de formation, alors d'un podomètre, ce sera tout un débat aussi, mais connectable et non pas connecté. Et puis un site internet dédié, gratuit, avec des espaces personnels. Et l'objectif de cette première session, c'est d'amener les gens à s'équiper, de le porter, ce podomètre, et de constater simplement leur activité physique quotidienne en termes de pas. Une référence simple, qui n'est pas connotée. Alors, quand je parlais tout à l'heure d'une invitation à augmenter durablement sa quantité de pas quotidienne, on a retiré tous les chiffres volontairement, puisque ceux-ci sont source de représentation forte. Les 10 000 pas, ça n'existe pas, hein. C'est de la publicité pour vendre des pots d'eau sur des Jeux olympiques. Dès qu'on vous dit à une personne sédentaire ou inactive, 1 heure de marche, 10 km, ce sont des normes ou des chiffres en tout cas qui font peur. La quantité de pas en général, quelqu'un qui ne fait pas d'activité physique ne sait pas ce qu'il fait comme quantité de pas. Et même ceux qui en font de l'activité physique, ils ne savent pas forcément ce qu'ils font hors de leur activité physique. Donc c'est un sujet, entre plus l'activité physique et sédentarité. Le programme est plus pour la sédentarité, en tout cas un outil pour lutter contre, qu'un programme d'activité physique. On est sur un programme motivationnel à l'activité physique quotidienne. Donc suite à ce temps initial de formation, vous avez 1 mois, quelques semaines en tout cas, pour faire le constat et se retrouver ensemble avec le formateur démarche pour faire justement un premier échange sur les habitudes, les astuces, les freins, ce qui s'est passé, ce regard un petit peu, ce qu'on fait c'est bien, quoi qu'il arrive, ce qu'on fait c'est bien. La marche, c'est pareil, il y a un coup de temps, parce que ça m'a beaucoup intéressé le rapport au coût. Mais c'est vrai que voilà, ça demande du temps, la marche, mais l'avantage de ce temps, de la marche, comme c'est une activité physique tout à fait naturelle, c'est qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Et on en parlera aussi après. Ce temps aussi de retrouvailles, c'est aussi l'occasion de créer peut-être un groupe WhatsApp entre les participants. La force sociale du groupe est très importante au regard des publics qui sont accueillis dans les programmes. Et puis, on se penche après sur un troisième temps qui se fera sans le formateur, à 2 mois. Et puis, à 3 mois, on se retrouvera tous ensemble sur un bilan individuel et des perspectives individuelles et collectives avec le partenaire territorial pour voir avec ce groupe composé, qu'est-ce qu'on peut faire, imaginer ensemble. Alors là, c'est source de beaucoup de créativité. Thomas a raison. Marcher ouvre les esprits souvent et donne beaucoup d'idées. Et ça, c'est le programme en termes de forme. Les détails aussi importants par rapport au fond, c'est que le programme, c'est 4 accompagnements en parallèle, le formateur présent sur au moins 3 mois, le partenaire territorial qui est fondamental dans la composition du groupe et dans l'animation de la communauté au long cours, et puis le groupe en lui-même, hein, on voit, il y a des endroits où il n'y a pas de partenaires territoriaux parfois, et eux-mêmes, les gens ensemble, s'organisent. Et ça, c'est aussi le but, hein, cette pratique autonome, c'est aussi de développer, pourquoi pas, une vie sociale en autonomie. Et puis, bien sûr, on s'appuie sur les solutions techniques. Je vous parlais du podomètre. Beaucoup ont sûrement un téléphone avec une appli santé, mais donc les gens les plus sédentaires, les plus inactifs, en tout cas, ne savent pas ce que c'est et ne l'utilisent jamais, sauf éventuellement quand on fait une performance. On va faire une rando, tout d'un coup, on va regarder son appli. Ce qui nous intéresse, nous, c'est tous les moments où, justement, on ne fait pas de rando. Donc, il faut regarder ça autrement. Et l'outil qu'on a choisi, il est connectable et non pas connecté. Internet est un plus, mais on a beaucoup, beaucoup de bénéficiaires qui n'utilisent pas Internet. Le biofeedback de l'outil, avec tout ce qui a été amené dans la formation et l'accompagnement et les accompagnements parallèles, le rendent comme un instrument de santé et le détourne de son objectif au départ de mesure de performance. Il a 2 valeurs justes, la quantité de pas du jour et le temps de marche cumulé. Et puis, il a 4 qualités. Il se porte n'importe où quasiment. Il a 30 jours de mémoire. Il se remet à 0 à minuit. Et on peut, grâce à un câble, bien entendu, par rapport USB, décharger ces données sur un site Internet. Alors, un site Internet, vous avez un espace que vous pouvez compulser, qui est consulter, pardon, que vous pouvez voir. Il est ouvert à tout le monde. Il y a une newsletter sur la marche. Il y a toutes les études. Il y a les évaluations faites sur le programme. Des vidéos par public, par environnement, et puis un espace personnel. Alors là, vous en voyez une partie, c'est pour ceux qui en sont, des démarcheurs.
avec des histogrammes, semaine, mois, année, où on voit ce que l'on fait. Et puis, on constate peut-être que le mercredi, tiens, quand j'ai les petits-enfants, je ne marche pas ou je fais moins. Peut-être que c'est l'occasion de faire plus avec eux. Allons savoir. Et puis, la dimension solidaire, pardon, la dimension cartographique aussi de plus en plus. Nos démarcheurs sont des usagers experts avec un regard de gens qui faisaient peu avant, qui font éventuellement de plus en plus, mais qui ont besoin effectivement d'un urbanisme favorable. Quand on est avec une canne, avec une poussette, avec des difficultés, un peu de surpoids, je ne sais pas, quand on n'a pas envie, si en plus c'est moche, pas agréable, dangereux, que les trottoirs sont défoncés, que les poubelles sont pas rangées, qu'il n'y a pas d'éclairage, ça donne pas forcément envie d'aller beaucoup plus loin. Donc, ça pose plein de questions. Par rapport aux évaluations sur le programme, l'objectif prioritaire était de montrer que c'était un programme motivationnel. Et c'est pour ça qu'il est reconnu par Santé publique France, pour sa capacité à motiver les gens à rentrer en mouvement. En tout cas, les résultats sont là pour le montrer, avec des effets positifs secondaires non négligeables qu'on n'avait pas imaginé avant sur l'alimentation, la vie sociale, l'écomobilité, l'estime de soi, etc. On avait bien entendu pour la dimension santé médicale fait une recherche biomédicale qui a démontré que ce soit sur des volontaires sains âgés ou des patients souffrant de sclérose en plaques, des résultats à peu près similaires en termes de santé physique, de santé cognitive, et puis surtout de durabilité des changements de comportement. Une autre enquête aussi sur, voilà, elle était par téléphone sur des gens avec plus de 2 ans d'ancienneté du programme ou avec un impact de un quart de consommation médicamenteuse en moins. Donc, ça pose plein de questions. Et d'ailleurs, une nouvelle étude alors c'était la semaine dernière, donc je n'ai pas changé le slide, mais on a travaillé avec le réseau Azalée à l'échelle de la Bretagne à l'utilisation du programme auprès des patients à pathologie chronique et en prévention primaire pour les aidants conjoints amis qui étaient acceptés pour les programmes. Et on a les mêmes résultats, pareil, on a un quart des gens qui baissent leur consommation médicamenteuse sans forcément travailler sur le sujet, donc ça pose plein de questions. Des exemples aussi concrets de projets de territoire sur un pôle de santé, par exemple en Ariège, où on a commencé, grâce à une infirmière Azalée, à avoir une file active de patients qui, alors ça aboutit tout un projet sur l'activité physique et la santé qui dépasse le programme, et tant mieux. Mais ça a quand même créé une association, ça a fait que sur la CPTS, il y a 3 maisons sport santé, chacune a son formateur démarche avec des projets réguliers sur la marche quotidienne. Donc cette énergie, après, elle est partagée, et puis ça donne aussi plein d'idées pour aller plus loin. Sur d'autres publics, les seniors, en l'occurrence, là, l'avantage du programme, c'est qu'il tombe dans pas mal de cases pour des financements, avec plein de partenaires différents dans la mise en œuvre, et ça, c'est plutôt pratique. Et c'est vrai que l'avancée en âge et la capacité de mobilité et de marche est essentielle pour préserver la santé sociale, par exemple, aussi. Donc, ça pose plein de questions. Sur des professionnels, parce que le programme est utilisé aussi dans l'entreprise. Si on prend l'exemple du Conseil départemental des Côtes-d'Armor, où je vous laisse lire, mais c'est sur un effectif assez important malgré tout de salariés qui ont été sollicités sur une seule question. Si vous vous estimez sédentaire ou inactif physiquement, le programme Démarche est fait pour vous. Donc, sont sortis des bureaux des gens qui se savaient non sportifs, enfin en tout cas pas en grande forme physique peut-être. Et ça a été vraiment très intéressant de mettre la carte sur table dès le départ en parlant de sédentarité et d'inactivité physique. Un projet qui commence en septembre prochain. Alors, c'est le contrat local de santé, mais je ne sais pas comment on enlève la petite chose noire, pardon. En haut, donc c'est un contrat local de santé à côté de Toulouse, sur 3 communautés de communes, sur 3 ans, grâce à un appel à projet Teams pour les mobilités actives, où justement, elle a pu intégrer tout un déploiement du programme Démarche avec un financement pour 9 programmes, la formation d'informateurs, et puis la création et l'animation d'une communauté intergénérationnelle, puisque c'est une des particularités du programme et de ces financements-là, en l'occurrence,
c'est qu'ils ne sont pas liés à l'âge ou un statut social. Donc ça, c'est plutôt bien. Aussi, important que vous le sachiez, un formateur des marches, c'est quelqu'un qui a des... C'est pas un métier d'être formateur des marches, c'est une compétence qu'on a envie d'acquérir et qui nécessite des prérequis, tout ce qui est activité physique. En tout cas, on ne revient pas sur la natte et la physiologie lors de la formation de formateur. Le sujet n'est pas de savoir que la marche est bon pour la santé. La question, c'est comment on motive les gens à marcher plus tous les jours et comment on accompagne les gens dans les territoires. Donc, c'est une posture pour le formateur déjà pour mettre justement sur la table un outil, une méthode que les gens doivent s'approprier s'ils ont envie de changer de comportement et puis d'accompagner aussi les partenaires dans la mise en œuvre des programmes. En résumé, le programme, c'est un programme donc motivationnel qui impacte l'ensemble des modes de vie. Il est utilisé auprès de tous les publics. Et après, je vous parlerai rapidement des publics et des expériences qu'on a avec les jeunes. Il est une activité physique à part entière, mais en totale autonomie et très complémentaire aux autres. Et puis, c'est une dimension écologique qui se développe de plus en plus. Par rapport au public jeune, c'est vrai qu'on n'a pas on a deux exemples concrets. Un qui s'est fait en lycée professionnel à Arcis-sur-Aube, à côté de Troyes. Et ça a été un projet pour une section service à la personne, puisque les futurs professionnels allaient être confrontés à des publics âgés avec qui il allait falloir avoir une relation aussi constructive. Et marcher est une dimension importante dans leur activité, où la question, c'est quand on va à domicile, est-ce qu'on fait s'asseoir la personne pour faire à sa place ou est-ce qu'on la fait se lever au maximum pour en faire le moins possible? C'est des vraies questions. Et on a fait un programme qui a réuni tout le projet, tout l'établissement, de la directrice au personnel administratif, au personnel enseignant et aux deux classes concernées, avec un tour du monde où il y avait une espèce de compétition entre les élèves et les adultes, on va dire, où tout le monde a joué le jeu. Le prof de français faisait les articles, le prof d'histoire-géographie s'occupait de toutes les histoires liées à la marche dans le monde, hein, vous en connaissez quelques-unes. Le prof de SVT s'occupait de la santé, etc., etc. Le prof de PS, lui, a transformé un peu ses cours pour aller cartographier les alentours de l'EHPAD et de la résidence autonomie d'Arcis-sur-Aube pour que justement les jeunes prennent conscience qu'il était possible souvent de se déplacer en ville. Un autre exemple aussi peut-être, actuellement on a été sollicité par le Grand Chambéry et ça pose la question des écoles pour créer des pédibus intergénérationnels, pareil, pour accompagner les enfants sur le dernier kilomètre ou les derniers 500 mètres pour arriver à l'école et avec une réflexion ensuite sur les déplacements des parents pour faire ces déposes afin que les pédibus puissent aussi emprunter des circuits sécurisés, des circuits agréables, afin de donner goût aux enfants. Autre exemple aussi, actuellement, on a reçu des financements par l'ARS Bretagne pour des jeunes sédentaires. On est sur des universités, on est en train de travailler sur la sédentarité des étudiants. On aimerait bien faire un groupe avec l'Université de Lorient. On travaille, on espère. Et un autre groupe sur un centre d'hébergement de jeunes de 16-25 ans. Donc, le programme a commencé il y a très peu. Voilà. Pour finir, je serai à votre disposition pour répondre à plus de questions, plus de précisions. Et puis pour sourire aussi peut-être, mais ça fait réfléchir tous les nudges qu'on peut créer sur la marche quotidienne. Les escalators, alors c'est vrai que le monde rural est moins concerné, mais si vous prenez les panneaux de la sécurité routière qu'on utilise trop peu, avec ces impasses qui sont toujours faites pour les voitures, mais qui ne sont jamais en train de valoriser, ou rarement, les piétons et les cyclistes, alors que ça existe. Il y a plein d'initiatives à avoir en termes de nudge. C'est vrai que quand on prend les escalators, les lignes blanches, quand on est éduqué à conduire, une ligne blanche, ça ne se franchit pas, donc on a tendance plutôt à prendre le couloir et éventuellement à prendre les escaliers. Donc ça fait réfléchir. Et puis bien sûr, vous l'avez peut-être vu dans plein de villes, souvent sur les escaliers, on a de plus en plus d'encouragement à faire quelques pas en montant quelques marches et aussi à les descendre. Je vous remercie de votre attention. Merci Olivier. C'est bien comme ça. En fait, vous vous êtes donné le mot avec Sébastien ou Ousin
vous vous introduisez mutuellement, c'est parfait. Du coup, Sébastien, tu vas avoir le droit de poursuivre en tout cas ton intervention. Je te laisserai essayer pour ton partage d'écran et si ça marche pas, je le partagerai parce que du coup, j'ai récupéré ton diapo. Non, ça marche toujours pas, tu peux y aller. Allez, je partage. Hop. Bien. Donc, ben voilà, deuxième partie de mon intervention. Merci à Monsieur Dailly parce que voilà, on est un peu dans les mêmes, on va être un peu, nos interventions en effet sont très proches. Pour finir avec Comody, je te propose d'aller rapidement à la carte de France. Donc c'est la, vas-y, tu peux passer les diapos là. Voilà encore celle-ci. Si tu peux passer jusqu'à celle qui s'appelle carte régionale des EIS. Donc voilà, Comodis, c'est celle-ci, merci. Donc très concrètement, hein, c'est un programme qui est financé par l'Agence régionale de santé pour que les collectivités fassent des choix favorables à la santé en matière d'urbanisme et d'aménagement. Donc on a aujourd'hui 50 collectivités avec lesquelles on a travaillé. On a réussi à aller jusqu'au bout de la démarche avec 24 EIS qui sont en cours d'être finalisés cette année. On en aura sûrement plus à la fin de l'année. On a 326 personnes, élus, techniciens, population, qui ont suivi la formation Comodis qui dure 2 jours sur qu'est-ce que ça veut dire d'aménager des espaces favorables à la santé, qu'est-ce que c'est que des impacts sur la santé dans la dimension de l'urbanisme. On a plus de 1000 personnes qui ont eu des séances de sensibilisation, de présentation de ces enjeux qui font le lien entre l'urbanisme et les enjeux de santé. Bon, il y a un lien quand vous aurez mon diaporama, vous verrez, il y a un blog qui s'appelle Santé Territoire, qui est de promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, où vous avez l'ensemble de la publication de nos travaux, des rapports, des outils qu'on utilise pour accompagner les collectivités vers ce changement un peu culturel, de faire des choix favorables à la santé en matière d'aménagement et d'urbanisme. Ensuite, donc, si tu peux passer à la diapo suivante, merci beaucoup Thomas. Donc là, je vais introduire un peu mon propos puisque on a aujourd'hui un enjeu qui, je pense, est fondamental en termes de santé publique pour nos sociétés contemporaines. Hein. C'est la question, en effet, de faire en sorte que les gens sortent de chez eux parce qu'ils sont plus actifs à l'extérieur qu'ils ne le sont à l'intérieur de la maison. Donc on a une situation où on a beaucoup de maladies chroniques, on a pas mal de problématiques qui sont liées à nos modes de vie qui ont évolué. Je vais parler principalement, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne peux pas parler de toutes les problématiques, mais il y en a une qui, certes, est en lien direct avec ce qui nous occupe ce matin, c'est la sédentarité. La sédentarité, c'est un risque considérable pour la santé. Alors, j'ai mis quelques illustrations à côté. Bon, voilà, j'ai mis l'école, mais j'aurais pu mettre aussi des enfants sur des écrans. Je pense que la société s'est transformée. On a un apprentissage de la sédentarité, il faut le dire. À l'école, on passe quand même pas mal de temps aussi assis, même si l'école a beaucoup évolué. Entre le 19e siècle et aujourd'hui, la réduction du temps scolaire et aussi le fait tout simplement d'avoir aujourd'hui une école qui essaye de promouvoir l'activité physique, mais qui aussi crée des modèles de classe en mouvement, des choses qui sont en train de bouger. On voit une école qui se préoccupe de plus en plus de ces enjeux de mettre en mouvement les enfants parce qu'ils ont un besoin, c'est une nécessité pour eux de le faire. Mais on a aussi deux éléments, c'est qu'aujourd'hui, dans une autre société, le temps passé devant les écrans est de plus en plus important pour les adultes, pour les enfants. Et on voit une école qui commence à se charger d'enjeux, d'essayer de les mettre en mouvement, parce que aussi à l'extérieur, forcément, quand l'enfant est à l'extérieur ou quand il est dans la maison, pour plein de raisons diverses et variées, je ne sais pas si j'aurai le temps de les évoquer dans mon intervention, les parents, l'usage des écrans dans la famille va finalement faire que l'équilibre et la dose d'activité physique, elle n'est pas forcément garantie quand l'enfant il n'est pas à l'école. Et donc, ce changement sociétal entraîne beaucoup d'effets délétères, notamment sur la santé. Donc, la diapositive suivante, s'il te plaît, je vais vous présenter deux approches en matière d'urbanisme sur les enjeux de promotion d'un mode de vie actif. Je vais parler pas mal de l'enfance, parce que je pense que les habitudes de vie, elles se créent aussi beaucoup à ce moment-là, et qu'il y a beaucoup d'enjeux sur la place de l'enfant aujourd'hui dans la ville, qui me semble important de soulever ce matin, et qui, finalement, peuvent générer des problématiques futures pour la jeunesse et leur rapport à l'activité physique.
Je ne vais pas trop parler du sport, parce que là, c'est autre chose, vous l'avez déjà bien évoqué. Moi, je vais plus parler d'une activité physique déjà modérée, on va dire, qui me semble déjà être un enjeu aussi pour pouvoir mettre en place des stratégies, pour pouvoir continuer à maintenir ces activités physiques. Je pense que la première approche, ça va être une approche plus classique, un peu plus institutionnelle que la deuxième, qui est celle d'avoir une approche fonctionnelle qui va viser à développer des espaces dédiés en direction des publics cibles. Ça veut dire, on va créer des nouveaux équipements. On se dit, il faut que les jeunes bougent, il faut qu'ils fassent du mouvement musculo-squelettique, tout ce qu'on a entendu ce matin. Donc, on va leur créer des agrès, des dispositifs, des équipements, city-stats, skatepark, aires de jeu pour enfants, pistes cyclables, réhabilitation de bâtis anciens dans des espaces qu'on va mixer entre des aspects culturels, sportifs, des promenades nature balisées, tout un ensemble de choses que aujourd'hui, il y a un terme qui résume un peu pas mal de ces aménagements qui sont des aménagements qui fonctionnent bien, souvent, mais pas toujours. Ça dépend où on les met, auprès de qui, comment ça a été fait, avec qui, avec la population, comment ça a été discuté avec aussi les jeunes. En tout cas, il y a pas mal d'initiatives qui se créent aujourd'hui pour essayer de créer ces équipements sur le territoire et qu'on peut aujourd'hui mettre dans un mouvement de pensée qu'on appelle le design actif qui arrive en France. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante, s'il te plaît, Thomas ? Et on a une deuxième approche que je vais vous présenter trop rapidement, qui est une approche plus globale. Celle-ci, je l'ai qualifiée de politique et d'éthique, qui va promouvoir une ville conviviale, c'est-à-dire une ville dans laquelle tous les espaces publics sont appropriés par tous, des plus petits aux plus vulnérables. Et il y a une initiative qui est importante aujourd'hui dans le monde, au niveau international, qui s'appelle la Ville des enfants, et qui essaye de placer l'enfant dans la ville, c'est-à-dire de faire en sorte que l'enfant puisse être présent dans l'espace public, avec des choses qu'on voit, des aménagements, si on peut les traduire en aménagements, qui sont la priorisation de parcours continus du piéton, qui ne sont pas interrompus par la circulation, l'élargissement des trottoirs, une culture du jeu libre dans la rue, c'est-à-dire favoriser le fait que les enfants puissent jouer librement dans la rue, sans forcément avoir une surveillance des adultes, l'autonomie du déplacement dès le plus jeune âge, c'est-à-dire qu'ils aillent à l'école à pied et sans accompagnement. Tout ça sont des mouvements qui sont en train de se créer autour de ces approches-là. Cette approche-là, c'est celle d'un penseur qui s'appelle Francesco Tonucci, qui est un psychopédagogue, sociologue, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « La ville des enfants pour une révolution urbaine ». C'est un mouvement qui date des années 90, qui a eu beaucoup de succès, puisqu'aujourd'hui, on a un réseau international de 200 villes qui adhèrent à travers le monde sur cette démarche de favoriser une ville à hauteur d'enfants. Donc, on a en France, il n'y a pas un grand engouement en France, pas encore, mais j'espère que ça va venir. En tout cas, je pense que Comodis y contribue. Il y a une ville comme Montpellier qui s'est lancée aujourd'hui en France. Il y a un mouvement en Italie, parce que ça vient de là aussi, avec des villes comme Pesaro, Milan, Fano, et puis une ville emblématique qu'on connaît bien chez les urbanistes, c'est Pontevedra en Espagne, qui est une ville qui a complètement modifié son centre-ville pour pouvoir faire en sorte, l'ambition du maire, c'était que les enfants aillent à pied à l'école sans adultes. C'était son programme politique et il a mis 20 ans à y travailler avec des résultats qui sont assez intéressants. Donc voilà les deux approches un petit peu qui sont différentes pour moi. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît ? Donc, je vais un peu rentrer dans le détail du design actif. Donc là, ça repose sur un postulat assez simple. J'ai repris les termes un peu de la définition officielle du design actif. Juste avant, s'il te plaît, Thomas, tu as bougé une diapo. Voilà. Donc, c'est une conception intelligente de l'espace public qui peut et doit encourager l'activité physique. Donc ça vise à encourager la marche, le jeu, les mobilités actives, le vélo, la trottinette, le sport dans l'espace public. On veut essayer de les rendre faciles à pratiquer, sans encadrement et gratuits pour tous. Je trouve que c'est une démarche intéressante parce qu'on voit bien dans les clubs sportifs que le sport par le club sportif, c'est quelque chose qui est en train de s'essouffler, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ou qui ne répond pas aux besoins, en tout cas, de toute une génération, puisque essayer d'être à l'heure à des entraînements, d'avoir des parents qui vous emmènent, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de contraintes. Et on voit bien que les parents, c'est un peu compliqué d'amener les enfants faire du foot, à la danse, sur des horaires qui sont très précis. Bref, et puis il faut s'intégrer dans une équipe. Tout ça, c'est des contraintes qui sont
je trouve intéressante de proposer une offre alternative pour les publics qui, eux, vont avoir du mal avec ces contraintes-là et d'avoir un accès justement à des équipements, à des manières de se déplacer qui vont permettre de faciliter les mobilités actives ou le sport dans la ville, sans encadrement, gratuitement et facile à pratiquer. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, ça change de… Vous savez, quand j'étais petit, il y avait un truc, les pouvoirs publics avaient mis des agrès dans les parcs, il y avait une barre pour faire des tractions, tout ça. Et c'était drôle de voir les familles en promenade dominicale qui essayaient, enfin, c'était pas du tout adapté, quoi. Faire une traction, il faut déjà être un bon sportif pour en faire une. Je crois que j'en fais la moitié d'une, moi, personnellement. Voilà, c'était de mettre des équipements qui sont déjà au-delà de ce que peuvent faire les gens. Or il y a sûrement beaucoup d'étapes avant, et voire même l'objectif, c'est pas forcément de réussir à faire une traction, mais qui inscrivent les gens dans de la mobilité. Et je pense que de mettre, en tout cas, des équipements qui vont permettre ce mouvement, je vais vous montrer quelques exemples après, qui sont ludiques, qui permettent le jeu, qui permettent la rencontre. Je trouve que c'est une approche qui est favorable, comme la deuxième approche que je vais vous présenter. Tout ça est complémentaire. Donc, il faut encourager l'appétence des gens à se réapproprier l'espace public. Il faut donner envie. Et donc, l'idée, c'est de créer une ville attractive, de créer des espaces ludiques. Vous voyez, j'ai montré quelques exemples. Il y a des choses qui marchent très bien. Tout ce qui sont les plans d'eau pour lutter à la fois contre la chaleur urbaine. Ça rassemble beaucoup d'enfants. Les jeux d'eau, ça a beaucoup de succès. Moi, j'ai travaillé longtemps sur la place centrale de Niort où ils avaient créé cet aménagement-là. Et l'été, de mon bureau, quand j'avais un bureau à Niort et à La Rochelle, quand j'avais ce bureau-là, j'entendais les enfants hurler, crier dans l'espace de jeu avec les familles autour, dans des espaces verts qui étaient intéressants. Et ça, je me suis dit, wow, c'est vraiment un espace formidable et, qui a été créé par la collectivité, qui marche vraiment très bien encore aujourd'hui. Quand je passe à chaque fois l'été, ça fonctionne très, très, très bien. Et voilà, il y a beaucoup d'enfants qui se l'approprient. Bon, il y a les murs d'escalade, il y a des choses plus marrantes, plus questionnantes peut-être, c'est les toboggans pour descendre sur le côté des escaliers. Vous avez des piscines, on peut montrer encore d'autres exemples si tu peux passer. Vous voyez, il y a des espaces dédiés encore sur la diapositive suivante, comme des aires de jeu qui sont plus classiques. Des cours de récréation qui peuvent être aménagés aussi pour réussir à favoriser l'activité physique, des aménagements de berges qui existent aussi aujourd'hui. Et puis, alors vous voyez peut-être pas très bien, mais il y a un circuit qui s'appelle un pump track. Alors j'ai découvert un peu ce nom-là, mais en gros c'est un circuit pour les trottinettes, les vélos accidentés avec voilà, des mouvements qui rassemblent bien les gens. Et on a pas mal d'exemples de skateparks qui ont été installés dans des quartiers ou qui vont amener les jeunes à venir pour faire de la trottinette et qui viennent des fois d'autres quartiers pour aller dans un autre quartier. Nous, on en a à La Rochelle dans des quartiers prioritaires et qui font venir des gens de tous les quartiers, des jeunes de tous les quartiers dans ces espaces-là pour utiliser avec le succès de cette pratique urbaine du skate, du skate et tout ça. Les city-stades, bien sûr, tout ça. Donc, ça, c'est la stratégie des espaces dédiés. Vous avez un programme aujourd'hui qui est mené par l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui, dans le cadre de son programme Action Cœur de Ville Paris 2024, où il y a un label Terre de Jeux 2024 qui a créé un collectif avec 6 territoires qui vont pouvoir avoir un accompagnement avec des spécialistes de ces enjeux, des aménagements-là, pour avoir des aménagements de design actif et essayer de les proposer dans leur collectivité. Donc là, vous avez 6 communes. Il y a Bourges, chez nous, il y a Châtellerault et Limoges en Nouvelle-Aquitaine. Vous avez plein de communes, voilà, Saint-Dizier, Saint-Omer, qui planchent là-dessus et qui vont proposer aussi de manière aussi un peu affiliée à l'événement des Jeux Olympiques, des aménagements pour pouvoir favoriser l'activité physique et les mobilités actives. Bon, ensuite, il y a le deuxième exemple qui est la ville des enfants de Tonucci. Donc là, on est sur une autre philosophie de travail. On sait qu'aujourd'hui en ville, on voit de moins en moins d'enfants seuls dans la rue. Il y a une disparition au fil du temps des enfants dans les espaces publics. En tout cas, quand ils sont notamment seuls. Pour aller à l'école aujourd'hui, 97% des élèves d'élémentaire sont accompagnés par un adulte, 29% des enfants au collège, 19% au lycée sont accompagnés par un adulte. Alors pour des raisons qui peuvent être différentes, mais voilà, il y a chez l'approche de la ville des enfants que
cette problématique-là, c'est une problématique à la fois sanitaire, c'est une problématique politique, démocratique, de la présence de chacun dans l'espace public. On peut parler de la présence des femmes aussi, de la personne âgée, des handicapés aussi au niveau de la ville, des personnes qui vont vulnérables, qui vont avoir un accès à la ville qui est réduit. Eh bien, dans ce mouvement de la ville des enfants, Tonucci pense qu'en travaillant sur une ville à hauteur d'enfants, on favorise la présence de plein de personnes, en fait, d'autres personnes, d'autres profils au niveau de la ville, et on l'a fait évoluer de manière à avoir un espace plus démocratique, plus partagé. Donc, la question, ces constats, c'est que plus les adultes, nous, on se déplace en voiture, plus on élargit notre rayon d'action, plus on crée du danger, plus on ferme des espaces, plus on pollue l'air, plus on augmente les difficultés d'autonomie des enfants. Son objectif, c'est de restituer aux enfants la ville, leur restituer la possibilité de sortir de chez eux tout seuls pour vivre avec leurs amis, ce qu'il appelle l'expérience fondamentale de l'exploration, de l'aventure et du jeu. Ça aussi, ça va augmenter le plaisir immédiat des enfants de pouvoir avoir des espaces autour de chez eux qui leur permettent de vivre des aventures et du jeu. Donc là, je ne parle pas de faire du sport, je parle vraiment que les enfants puissent se réapproprier la ville. Donc on essaye d'inverser la tendance dans ces travaux-là, du retrait massif des enfants de l'espace public et de leur repli dans la sphère privée. Et entre l'école, la maison et les activités extrascolaires, l'enfant a peu d'espace de liberté et d'autonomie. Finalement, quand on demande à l'enfant de faire des choses, quand on le rend actif, souvent on l'inscrit dans des cours avec des adultes qui vont le surveiller, le contrôler, le coacher. C'est pas trop l'idée de Tonucci qui a, ma foi, qui appelle les aires de jeu pour enfants, les parkings à enfants. Voilà, donc c'est ce côté espace dédié, espace, si vous voulez, enfermé, c'est quelque chose que Tonucci déplore et il aimerait justement qu'on puisse plus avoir d'espace ouvert et libre pour les enfants. Donc, si on peut passer à la diapositive suivante, s'il te plaît. Donc voilà, sortir de chez soi, parcourir les rues tout seul, se repérer dans son environnement, c'est pour lui une dimension très importante. Enfin, c'est même pas que pour lui, c'est scientifiquement prouvé pour le développement à la fois social et cognitif de l'enfant. Donc, c'est une nécessité pour l'enfant de sortir. C'est pas une option, c'est une nécessité pour se construire son propre récit, sa propre expérience personnelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est la question du jeu libre, en fait, ce qui implique plus que l'aire de jeu, finalement, une certaine autonomie. L'enfant se retrouve seul, il est hors de contrôle des adultes, il a la possibilité de prendre des risques. Alors, cette question, elle est fondamentale dans notre société aujourd'hui. Quelle est la place du risque dans les aménagements qu'on crée aujourd'hui? Les enfants ou les adultes, pour devenir des futurs adultes, il faut qu'ils se confrontent aussi au risque pour pouvoir éprouver la satisfaction d'avoir résolu des problèmes, d'avoir surmonté certaines difficultés. Donc la question du risque, c'est compliqué avec les institutions, avec bien sûr avec les familles et avec les parents aussi. Comment est-ce qu'on est en train de s'éloigner de l'acceptation du risque dans la vie et qui aujourd'hui est prouvé par, il y a une étude canadienne qui est sortie, vous avez peut-être entendu parler récemment, qui dit qu'il y a plus de bénéfices aujourd'hui à prendre le risque de faire que les enfants aillent dans des espaces qui ne sont pas adaptés, enfin des espaces qui ne sont pas des espaces dédiés à l'enfant, que de les laisser finalement à la maison et de les protéger. Il y a plus de bénéfices pour leur santé mentale, pour leur santé physique. Et donc, ça pose une question fondamentale, c'est que voilà, aujourd'hui, on va avoir une philosophie dans l'urbanisme qui va être de ne pas forcément créer des espaces dédiés, enfermés, cloisonnés, où on met les enfants, mais de les libérer, de les laisser évoluer dans la rue. Ça pose plein de questions en termes de sécurité, en termes d'aménagement, en termes de… Voilà, la ville aujourd'hui n'est pas adaptée à l'enfant. Et si on ne prend pas aujourd'hui les conséquences ou la marque de cette problématique, je pense qu'on peut presque déplorer que les jeunes ne fassent pas d'activité physique, que les jeunes aient des problématiques de santé mentale. Et je crois qu'il faut aussi essayer de se reposer la question de quelle est la place qu'on leur fait. Je dirais même, j'intégrerai les jeunes dans les démarches d'urbanisme, l'aménagement de leurs espaces et de leur environnement. Je pense qu'il y a très peu de choses aujourd'hui qui sont proposées, au-delà du sport. Voilà, c'est déjà bien, mais il y a peu de choses. Mais pour les enfants, c'est aussi pareil, c'est pareil. Donc, il faut réfléchir dès l'enfance à comment on va réussir à réintégrer l'enfant dans ces espaces-là. Voilà. Donc, je voulais vous présenter un petit peu ça. Le projet de ville des enfants, non, si tu peux passer juste là, c'est en gros, il y a une méthodologie. Non, juste avant, s'il te plaît, excuse-moi. Thomas ?
Il y a Voilà, ici. Il y a 4 propositions majeures qui sont faites, hein. Donc, créer un conseil des enfants, dans un laboratoire qui s'appelle la ville des enfants, qui va faciliter un peu le travail et l'élaboration, la créativité pour essayer de réaménager, les espaces. Laisser les enfants sortir seuls de la maison, qu'ils vivent leurs expériences personnelles. Laisser s'aventurer, voilà. Donc ça demande forcément de poser la question de la présence de la voiture, en ville, puisque c'est la voiture est le principal ennemi de l'enfant, en ville. Et il faut essayer d'aider les adultes à comprendre qu'il est important, c'est vraiment important que pour les enfants puissent sortir de la maison et de rencontrer d'autres enfants dans leur quartier, de mieux connaître leurs espaces de vie. Voilà, c'est aussi donner à la police municipale, aux commerçants un rôle pour que les enfants soient en sécurité aussi à l'extérieur, dans la ville. C'est aussi adapter la ville aux enfants, en travaillant sur la visibilité, l'accessibilité, voilà, en facilitant le repeuplement du centre-ville, les aires de jeu aussi, que des enfants qui peuvent être repensés complètement différemment, de manière plus ouverte, de manière plus subtile, et de préférer quand même des espaces de jeu qui vont être des terrains d'aventure, là, repenser un peu la ville, finalement, il dit repenser la ville totalement. Alors certes, c'est une proposition très ambitieuse, mais il y a déjà des villes qui s'y sont collées. Ensuite, la diapo suivante, s'il vous plaît. Bon, je vous ai mis un petit panneau qui existait apparemment dans le Massachusetts en 1923 qui dit les mamans, ne laissez pas vos enfants sortir. Il va y avoir cette année 220 enfants qui vont être blessés par essentiellement les déplacements urbains, les transports publics dans la rue. La rue est un danger, il ne faut pas qu'ils aillent jouer dans la rue. Voilà, et ça montrait que, il y avait beaucoup d'enfants à l'époque dans la rue, hein, s'il y avait autant de blessés, et qu'aujourd'hui, finalement, c'est plus l'État qui va dire laissez rentrer vos enfants. On voit, on est tous réunis là ici, c'est de dire non, il faut que les enfants soient actifs, il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils aillent vers des activités, il faut qu'ils aillent vers des choses. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, on découvre des politiques qui visent à faire sortir les enfants. Donc, vous voyez des initiatives, la ville à hauteur d'enfants. Concrètement, vous avez des aménagements ici comme à Berlin ou des jours spécifiques qui promeuvent la présence de l'enfant et des jeux dans la rue. On peut fermer des rues aussi pour que les enfants, à certains moments dans l'après-midi, puissent avoir un accès total à la rue et se rejoindre dans cette rue-là pour jouer comme ils le souhaitent, comme ils le veulent avec leur jeu. Vous avez ensuite l'exemple de la ville que j'ai citée qui est la plus avancée dans ce domaine-là, qui est la ville de Pontevedra. Vous voyez une photo de la ville, d'une avenue de la ville, ce qu'elle était avant, avec la présence très forte de la voiture dans les années 50-60, et plutôt même 70, là, la photo. Et puis, ce qu'elle est aujourd'hui, un espace totalement dédié aux piétons. Ensuite, peut-être, je voulais vous montrer quelques outils qui ont été utilisés par la ville de Pontevedra, qui fait figure d'avant-garde un peu sur ce sujet-là aujourd'hui au niveau mondial. Pontevedra, c'est une ville de 80 000 habitants en moyenne en bord de mer, très, très mignonne, avec un centre-ville qui accueille quand même 50 000 habitants sur les 80 000 habitants. Donc, ça permettait aux maires de vraiment travailler à essayer de désengorger la ville. Avant, il y avait 20 000 véhicules par jour qui traversaient le centre-ville. Voilà, aujourd'hui, ils ont totalement réduit la présence de la voiture et ils ont tout priorisé au niveau du piéton. C'est le piéton qui doit être roi dans cette ville, pour l'ambition du maire qui était de dire je veux que les enfants dans ma ville aillent à l'école à pied. Il a créé un petit, alors vous voyez un métro Minuto qui est quelque chose qui est un métro finalement qui indique les déplacements dans l'espace de la ville à pied, avec une carte en fait. C'est comme un petit plan de métro qui se distribue à Pontevedra où tu peux savoir que tu peux te rendre à tel endroit en 500 mètres à pied, que ça va te prendre peu de minutes, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes. C'est intéressant. Il y a la question ensuite sur d'autres outils qui existent. Thomas, tu peux montrer par exemple la vignette qu'il y a sur les établissements des commerçants. C'est une vignette qui dit ici, tu peux avoir de l'aide à l'enfant quand il se déplace. Si jamais il a un doute, si jamais il est dans une situation d'insécurité, les commerçants sont intégrés dans le programme et le matin, quand ils ouvrent la boutique et que les enfants passent à 8 h du matin pour aller à l'école, il y a un œil vigilant. Des fois, ils sont sur le pas de la porte, les commerçants. Ils sont là pour faire en sorte que le parcours se passe bien pour les enfants. Voilà. Donc, il y a une implication. Vous aviez à côté une photo de réaménagement urbain, des trottoirs qui ont été augmentés. On a fait l'inverse. En fait, les espaces de circulation sont de 3 mètres pour la voiture de largeur, les espaces de circulation. Et les trottoirs, eux, ils font 4,5 mètres. Donc, c'est des choix voilà, qui ont été pris. Ensuite, voilà.
Bon, je voulais vous montrer un peu, c'est pas pour montrer de la nostalgie, mais pour vous montrer finalement les différences entre ces deux approches. Il y en a une qui va être une approche d'espace dédié cloisonné. Vous voyez l'aire de jeu à gauche. Je voulais vous faire un jeu des différences pour que vous regardiez quelles étaient les différences avec quelque chose qui est une photo un peu, voilà, j'aime pas trop le côté nostalgique, mais quand même, ce que je remarque dans cette photo quand je l'analyse, c'est que vous avez un adulte qui est là, il n'est pas là pour les enfants, il n'est pas là pour les surveiller, mais ils sont présents, les adultes, dans l'espace. Et puis vous avez des enfants qui créent des jeux dans des espaces. Tonucci disait, bon, bah voilà, lui, il est né dans l'après-guerre, la ville était en ruine, il jouait dans les ruines des maisons, et il a passé une période fantastique de sa vie à jouer dans une ville qui était des villes qui étaient en reconstruction. Et il y avait des hangars, il y avait des friches, il y avait des espaces qui étaient complètement sauvages, et les enfants se les appropriaient pour créer leurs propres jeux, créer leurs aménagements. Vous voyez, la petite fille, elle a une corde avec sa sœur ou avec son ami, et on voit des enfants en très bas âge qui sont dans l'espace public. Alors certes, la ville a changé, elle n'est plus la même, ce n'est pas une question de nostalgie, c'est juste une question de dire peut-être qu'on peut redonner cette place-là aux enfants, mais ça va demander en effet un travail sur la ville d'aujourd'hui. Et une philosophie d'arbitrage dans l'aménagement et de stratégie politique aussi au niveau local qui serait complètement qui serait assez différente de ce qu'on a aujourd'hui. Donc je ne sais pas, on peut regarder la diapo d'après, c'est pareil, vous avez une rue qui est fermée, un aménagement avec une rue fermée pour le jeu. Donc moi je suis très favorable à ces aménagements-là dans certains quartiers où il y a trop de voitures, où les voitures ne respectent pas les vitesses de circulation et passent très vite, et les parents forcément demandent aux enfants de rester à la maison. Et puis un espace qui est un espace typiquement de ce que je venais d'évoquer, voilà, des espaces qui sont des friches urbaines, qui aujourd'hui existent de moins en moins, hein, puisque la tendance institutionnelle et les choix des maires, souvent, c'est faire plus de services. Dès qu'il y a un espace libre, il faut créer quelque chose. Et justement, avec Commodéis, on a vu que des arbitrages modifiés dans les EIS, où on voyait qu'il y avait des espaces qui étaient laissés à la respiration, qui pouvaient laisser des espaces d'aération, d'apaisement, qui étaient créés dans la ville, et qui permettaient des fois à des piétons, à des gens d'avoir une pause, un repos, ou aux enfants d'y jouer, de créer leur propre jeu. Voilà. Donc tout ça, si vous voulez, la question, c'est pas juste est-ce que les enfants vont faire de l'activité physique, est-ce qu'on va leur faire bouger leur corps. C'est une question aussi politique, c'est est-ce qu'on va laisser l'espace public aujourd'hui à tout le monde, et notamment aussi aux enfants, ou est-ce qu'on va priver d'espace public certaines catégories de la population pour des raisons qui sont des arbitrages qui vont favoriser d'autres priorités. Voilà, je vais terminer là. Je vous dis deux guides sur lesquels je me suis finalement un peu appuyé pour cette intervention. Le guide du design actif que vous trouvez en ligne sur le site du CEREMA, voilà, qui est bien fait, qui est intéressant, qui propose plein d'équipements. Et puis cette philosophie plus globale, plus politique, un livre remarquable, La ville des enfants pour une révolution urbaine, sur lequel, à mon avis, en France, on aura beaucoup à méditer parce que, contrairement à d'autres pays qui ont pris ce courant très à cœur, la France aujourd'hui est très timide sur cette question de la place des enfants dans la ville. Et il y a beaucoup de travail à faire. Donc voilà, avec Commodéis, on essaye d'y contribuer. Voilà, je vous remercie pour votre attention.